Thématique, faut-il mettre un label avec un CO2 laisse entendre que la réglementation thermique 2012, aujourd'hui, ne traite pas du tout du CO2. Or, c'est faux. Permettez-moi de le dire. Je suis peut-être un peu provocateur, caricatural diront certains, mais quand on réduit par 2, par 3, par 4 les consommations, on réduit d'autant les émissions de gaz à effet de serre. Il me semble qu'il est bon de le rappeler. Il me semble également que la réglementation thermique prend en compte les émissions de gaz à effet de serre, puisqu'elle met en place des exigences en matière d'énergie primaire différentes suivant la performance des énergies. Aujourd'hui, il existe une modulation sur l'énergie bois et sur les réseaux de chaleur utilisant des énergies renouvelables. Ce n'est pas le cas de l'électricité ni du gaz, parce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas les meilleures énergies pour réduire le CO2 dans la construction neuve. C'est un constat, mais il me semble important de rappeler que la réglementation thermique 2012 a dans sa cible aujourd'hui la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On peut aller plus loin, je suis d'accord avec vous, donc il faut travailler sur un label environnemental, sur différents indicateurs. Voilà, c'était un point qui me semblait important. Dernier point où il faut être tout à fait clair, moi je rappellerai quelques chiffres. Entre 1990 et 2012, la consommation française d'énergie finale a augmenté de 8,7%. La consommation française d'énergie primaire a augmenté de 13,6%. Et l'évolution des consommations de CO2 dues à l'énergie entre 1990 et 2010, une baisse de 8,8%. On parle de l'ensemble du parc. Je parle de l'ensemble des consommations d'énergie en France. Pas du neuf. Ça démontre de l'ensemble. Ça démontre avec évidence que la consommation d'énergie primaire est un indicateur totalement divergent par rapport à l'objectif visé de réduction des émissions de CO2. Donc c'est vrai que toute chose égale par ailleurs, si on prend un logement équipé au gaz et que si on divise sa consommation par 3, ses émissions de CO2 vont être divisées par 3, ça c'est évident, mais il y a des solutions meilleures. Bon, alors maintenant je voudrais revenir un instant sur l'équivalence en surface. Il faut regarder les choses un peu plus dans le détail. Si je prends les chiffres de septembre 2013, qui sont d'ailleurs dans les données, je pense, qui ont été remises sur cette table. Ce que l'on constate, c'est que dans le logement collectif, 75% des logements neufs auront été touchés au gaz. Alors, soyons tout à fait clairs, lorsque je parle d'électrique, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le chauffage. C'est le chauffage plus autre chose. Autrement dit, c'est le logement tout électrique. Et même s'il est vrai que le chauffage électrique peut avoir un contenu en CO2 un peu élevé, par contre, l'eau chaude est un produit qui a un contenu en CO2 extrêmement faible. Et donc, au total, le logement électrique, c'est ce qui nous intéresse, a un contenu d'émission de CO2 beaucoup plus faible que le logement au gaz. On peut faire des chiffrements. Un mot quand même, méthode marginale, méthode moyenne. Moi, je crois qu'on n'échappera pas de toute façon à ce que les contenus en CO2 soient additifs. Il est absolument absurde, et d'ailleurs on vérifie évidemment que la consommation de la production d'aluminium, eh bien, elle est tout le temps marginale, fossile, si on s'y prend mal dans l'évaluation. Autrement dit, on arriverait à ce paradoxe que la somme des émissions de CO2 des différentes utilisations d'électricité est énormément supérieure à la production, à l'émission totale du système électrique. Donc voilà, il y a quand même un problème. Alors, autre point qui a été évoqué très rapidement par Erwin New, mais qu'il faudrait quand même approfondir un peu, c'est que nous n'avons pas seulement à raisonner aujourd'hui, mais réfléchir en prospective. Puisque les logements que nous construisons aujourd'hui, ils seront encore là dans 30, 40 ans.